Voyager, c'est partir à la découverte de nouveaux paysages, mais également de nouvelles odeurs, et qui dit odeur dit saveur. Kaylee est américaine, elle est installée en France depuis plus de 20 ans et a ouvert à Paris en 2019 son propre restaurant, un restaurant riche en couleurs et en goût, sain, qui met le végétal au cœur de l'assiette. Une enfance dans la forêt en Virginie, des escapades aux Caraïbes et en Afrique, une vie parisienne. De tout cela, Kaylee en a gardé des souvenirs olfactifs qu'elle n'hésite pas à mettre dans sa cuisine et qu'elle vient nous dévoiler dans cet épisode. Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez À Fleur de Nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur dans lequel nous allons explorer les secrets de notre nez. Hello Kelly. Hello. Bon alors je dis hello parce qu'en fait tu es américaine. Oui, tout à fait. On entend des bruits, je préviens tout de suite, de vaisselle. C'est parce qu'on est dans ton restaurant, voilà, la cuisine. On est entre deux services. Tout à fait. Tu fais le service le soir aussi? On ne fait pas le service le soir, mais l'après-midi. Donc là, on est en train de préparer justement des repas pour un traiteur justement cet après-midi. Donc on est dans ton restaurant que tu viens de rouvrir là il y a 2 semaines. Ça réouvrir exactement après 4 mois de travaux, tu m'as dit. Ouais. Et qu'est-ce que tu proposes comme cuisine? C'est un restaurant où on propose des plats végétariens. Mm-hmm. Donc on peut faire du vegan aussi, on s'adapte de toute façon à tout régime, mais c'est végétarien à 100% et on fait... C'est bio aussi je crois, on est pas à 100% bio, mais on est 80% bio, donc parce que je tiens vraiment que les légumes et les fruits viennent... d'une terre saine. Au niveau du goût, c'est incroyable. Et puis aussi de saison. Et puis si je peux sourcer pas loin d'ici, c'est le mieux. Donc au maximum, circuit court et on essaie au mieux. Et des légumes et des fruits qui ont poussé sans pesticides. Exactement. C'est tellement un plaisir de manger des produits qu'on sait qu'on n'a pas été recouverts de produits qui n'étaient pas naturels en tout cas. Mais ça, c'est quelque chose que tu as depuis le début de ton expérience. Alors tu me racontais donc au départ, c'était plutôt traiteur, ton offre. Tout à fait. Kaylee existe depuis 10 ans maintenant. C'est ça qui est incroyable. Et au départ, ça a commencé en tant que traiteur. J'étais traiteur pour les Fashion Week, pour les garden parties, pour les entreprises. Je bougeais un peu partout, c'était très sympa quand j'avais 28 ans. Et maintenant que j'ai bientôt les quarantaines, maman de 2 enfants, j'ai un peu moins cette envie-là. Oui, tu veux te poser un peu. Ouais. Donc, on est au cœur de Paris, juste à côté du cirque d'hiver. Mm-hmm. Alors, derrière, il y a les cuisines, c'est pour ça qu'il y a tout ce bruit, blablabla. Et juste au-dessus, je vois ton livre. Tu as sorti un livre pendant le Covid. Oui, pendant le confinement. Oui, non, exactement. C'était fermé, j'imagine. On était ouvert pour takeaway uniquement, évidemment. Et non, le Happy and Veggie, c'est sorti pendant cette période-là. Donc, j'ai pas pu aller faire tous les book signings et tout, mais c'était sympa parce que j'ai pu cuisiner des recettes pendant le confinement, accompagner les gens online avec des différentes idées de cuisine, vu qu'on cuisinait beaucoup à cette période-là. Non, c'est un chouette projet que j'avais... Depuis longtemps? J'ai toujours eu envie de faire ce livre et puis j'ai travaillé dessus très très longtemps. Je travaillais dessus la même année que ma fille était née, donc j'ai des super souvenirs. On a shooté une partie dans le Perse où j'ai une maison de campagne et j'ai des super souvenirs d'être là avec la photographe, avec ma fille dans l'herbe, à cuisiner. Donc non, c'était très sympa. D'où te vient cette passion cuisine? C'est une bonne question. Je dirais plus de la part de mon père. En fait, j'ai une famille qui cuisine beaucoup. J'ai 3 frères, un papa. Ma mère, pas du tout. Ma mère, elle est très contente avec un verre de vin assise sur le canapé. Mais ça vient de la famille. On a toujours été très nombreux en cuisine, partager des idées de recettes, des choses qu'on fait. Et j'ai grandi en Virginie et on avait un petit potager. Et je pense à la campagne? À la campagne. Tu as grandi à la campagne? Oui, à 1 heure, un peu plus qu'1 heure de Washington, D.C. Et je pense qu'à cette époque-là, je ne m'en rendais pas compte en tant qu'enfant, mais il y avait toujours ce potager. On allait toujours aller chercher nos carottes, des poivrons, des choses comme ça dans le potager. Et je pense que mes parents, ils m'ont donné ce côté, cette proximité à la nature que moi, je me rends compte aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance d'avoir eu ça. Et justement, alors, ma première question pour dresser un peu ton portrait olfactif, ce serait, tu es né dans quelle odeur? Pour toi, quelle est l'odeur qui symbolise ton enfance? Ou alors, quand tu la sens, ça te rappelle ton enfance en Virginie? Mon enfance, c'était la nature, ça c'est sûr, la forêt. Alors, j'étais née en Pennsylvanie, aussi dans une ferme, et on a déménagé entre-temps.
C'est différent en termes d'odeur, la Pennsylvanie, la Virginie. Mais juste pour spécifier. Et j'étais dans la forêt tout le temps. J'étais vraiment un enfant qui était pieds nus tout le temps, jouer avec des insectes. Mes parents me laissaient très libre avec mon frère, mon petit frère. Et on faisait beaucoup de balades aussi avec mon père. Je dirais, je sais pas, du gazon coupé, ce côté nature. Mon papa aussi, il fumait des cigares très régulièrement. On faisait des balades en forêt avec des grands bâtons en bois, walking sticks. Des cannes. Oui, des cannes. En bois, ouais. On avait des cannes en bois. Il avait son chapeau de cow-boy, il fumait son cigare. Et maintenant, à chaque fois que je sens ça, cette odeur-là, ça m'a... L'odeur du cigare. Je retourne dans mon enfance, dans ces balades en nature, en forêt avec lui. Donc, en fait, c'est des odeurs très boisées. Tu as choisi chez Fragonard un parfum autour du patchouli, le patchouli de Fragonard. J'avais choisi le patchouli, oui. Et pourquoi? Le patchouli, ça m'a fait penser à mes études en Caroline du Sud, quand j'étais à l'université. C'est une ville très hippie, pareil, pieds nus, à la plage et tout. Et ça m'a fait penser à ça. Et j'avais vraiment envie de retrouver cette odeur. Parce que c'est vraiment symbolique de la période hippie, le patchouli. Mais totalement. Moi, ma mère, elle en portait. Elle était hippie, mais toi, t'es un peu jeune quand même. Ouais, mais c'était un peu ces vibes-là à Charleston. Donc, c'était un peu ces odeurs-là. Donc, même encore... oui. Des dizaines d'années après le mouvement Woodstock. Des déodorants en bio, en bloc, qui étaient à base de patchouli. C'est vraiment 21 ans, 18 à 21 ans. Ta jeunesse étudiante américaine. Totalement. Alors, tu es en France en quelle année? Je suis arrivée en France quand j'avais 21 ans. Donc il y a, toute jeune. Ouais, ça fait quoi? 18 ans. Pour faire de la cuisine? Non, pas du tout, pour apprendre le français. Et je suis arrivée à La Rochelle. J'ai passé 7 ans à La Rochelle. Au départ, c'était pour apprendre le français, et puis je suis restée là-bas. Et avant de retourner aux États-Unis, je me suis dit, je vais quand même monter à Paris pour voir. J'ai envie de découvrir cette ville, au moins quelques mois. Et en fait, en arrivant à Paris, j'ai commencé à cuisiner. Et la cuisine, ça m'a apporté tout ce que j'ai aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des odeurs qui t'ont particulièrement étonnée en arrivant en France, comme pour une Américaine? Peut-être ce côté un peu croissant, boulangerie. Quand on se balade dans la rue, on a ces odeurs-là qui sont incroyables. Moi, j'ai malchance de ne pas pouvoir manger du gluten. Donc, du coup, c'est horrible, c'est un supplice. Ça sent tellement bon. Mais j'achète pour mes filles et pour mon mari. Tu manges juste de manière olfactive, en fait. Oui, c'est ça. Par procuration. Oh là là, ça a l'air dingue. Mais ça change. On n'a pas autant ces odeurs-là aux États-Unis. Et en cuisine, est-ce qu'il y a des plats que tu fais parce que justement il y a des odeurs qui te plaisent particulièrement ou que tu ne ferais pas au contraire pour des questions olfactives? Est-ce qu'il y a des odeurs qui peuvent t'inspirer des plats? Quand je vais construire une assiette, je vais les construire sur plusieurs bases. Donc je vais les construire sur des idées de couleurs, des idées de texture, l'acidité, les légumes qui poussent vers le soleil, les légumes qui poussent vers la terre. Et oui, ça va m'inspirer quand on va rôtir un légume, l'odeur que ça va avoir. Et donc, mais c'est vraiment sur plusieurs plans, en fait. Je dirais pas que je le fais uniquement sur ça, mais... Que tu le fais aussi visuellement. Mais aussi visuellement, et puis aussi, surtout, qu'on déguste cette assiette et qu'il y a un nous manque à la fin. C'est ça le but. Alors, il y a une question qui me brûle la langue, parce que forcément, tu es américaine, donc je vais jouer là-dessus, mais on est connus, les Français, pour avoir des odeurs absolument incroyables en termes de fromage. Et les Anglais, tu sais ce que les Anglais disent sur nous, que c'est complètement incroyable, c'est comme si on mangeait nos propres chaussettes. Eux, ça les... Ça me fait penser, j'étais à mon premier mariage en France, et il y avait une énorme, comment ça s'appelle? Un grand... Plateau de fromage? Non, mais c'était un grand rondelle de fromage. Mais un vrai entier. Il avait découpé ça et ça sentait partout. Et moi, je n'avais jamais senti cette odeur-là. Enfin, pour toi, cette odeur, elle est agréable ou désagréable? Alors, aujourd'hui, agréable. D'accord. Parce que j'apprécie un fromage, effectivement, qui est cru, qui a vécu, qui... Voilà, je l'apprécie. Mûri, exactement. Et puis, je vois ma fille, qui a bientôt 5 ans, qui se jette sur un camembert et je suis fière d'elle. Donc, je sais que j'ai ce côté un peu Frenchy, mais c'est vrai que ça m'avait choquée au début. Oui.
C'est une odeur qui t'empêche d'aller plus loin et de passer à la dégustation? Alors, cette époque-là, j'étais pas... Oui. Je pense que j'ai pas été séduite par ça. Je pense que je connaissais pas forcément le goût non plus. Parce qu'en grandissant aux États-Unis, on a plein de belles choses. Mais c'est vrai que le fromage que j'avais, je pense qu'il était pasteurisé. Il était sous plastique. Il était pas très... Assez neutre. Je pense qu'il était très neutre même. Donc, on ne mangeait pas comme ça tout seul. Voilà, c'était plus pour être dans un sandwich ou accompagner quelque chose. Donc, non, j'ai découvert des super produits ici. Tu les cuisines, les fromages français? Tu les utilises dans ta cuisine ou pas trop? Dans ma cuisine, pas trop. C'est vrai que non, pas trop. Je pourrais faire plus, mais je les achète tous les week-ends quand je suis dans le Perche. Je peux faire un gros plateau de fromage. Personnellement, je mange souvent. Mais c'est vrai que je le fais moins ici. Est-ce qu'il y a une odeur qui te fait particulièrement saliver? T'as l'eau à la bouche, t'as l'expression. Quand j'arrive ici le matin et je sens des banana bread qui sortent du four, je pense que c'est une odeur incroyable. Avec cette farine d'amande, de châtaigne, j'ai tout de suite faim et j'en mange quasiment tous les matins. Ok, l'odeur du banana bread. Est-ce qu'il y a une odeur qui te transporte dans un autre univers ou un autre... pays. Mes grands-parents, ils avaient une maison dans la Caraïbe, à Antigua, et on allait tous les ans, et quand j'étais petite, plusieurs mois, parce que j'étais pas encore à l'école et tout ça. Et donc, je partais avec ma mère et mon petit frère. Et donc, il y avait toutes ces odeurs de noix de coco, de la plage, de la mer. Mon grand-père, il avait une grande jardin où il plantait plein de fleurs d'hibiscus. Partout, il y avait un petit endroit où il nourrissait les oiseaux. Il mettait du sucre de canne, mais un sucre de canne comme de râpe dur, hyper humide. Et du coup, les oiseaux venaient et ça avait une odeur très sucrée. Donc, je me souviens de ce jardin comme c'était hier. C'est des produits que tu utilises dans ta cuisine aujourd'hui ou pas? Hibiscus, j'en ai ici. C'est vraiment une fleur qui me suit dans toute ma vie. Et je sais pas, j'adore cette fleur. Elle évoque tous ses souvenirs d'enfance et aussi des côtés santé aussi. Donc, je le mets en tisane, en thé froide ici. En infusion froide. En infusion froide, exactement. Ici, au shop. Et j'essaie de la garder dans ma vie comme je peux. C'est une plante qu'on retrouve un peu partout en Afrique. Tu connais le bissap nabissap? Oui. C'est ça? C'est de l'hibiscus? Oui, exactement. Ouais. En Russie, ils appellent ça carcadet. Je trouve ça tellement bon. Tellement bon. Et puis, on peut le sucrer un petit peu si c'est trop amer. C'est ce côté un peu trop amer. Ouais. Est-ce qu'il y a un pays où les odeurs t'ont marqué? J'ai pas mal voyagé avant mes filles. On s'est rencontrés avec mon mari, on s'est dit on va profiter autant qu'on peut. Et on est parti, on a pas mal bougé. Un pays qui m'a beaucoup touchée, c'était en Afrique. On était en Afrique, en Botswana. C'était la nature, les animaux, c'était des heures de safari. C'était vraiment émouvant. C'était un pays qui m'a énormément touchée pour des odeurs sûres, mais aussi des couchers de soleil incroyables et juste cette nature pure, quoi, qu'on a moins l'habitude de voir à Paris, en tout cas. C'est sûr. J'imagine qu'on est un peu loin du Botswana. Oui, on est un peu déconnecté. Et par rapport aux États-Unis et à ton enfance, quelle est ta part d'américaine, en fait, dans ta cuisine aujourd'hui et la part qui serait empruntée à l'adoption française? Ah, bonne question. Je dirais que les quantités. Ça vient des États-Unis parce que j'adore quand on mange bien. J'aime bien avoir une grande salade, bien copieux et tout. Donc, je pense que ce côté un peu... XXL avec plein de bonnes choses dedans, ça, c'est peut-être mon côté américain. Et je pense que le côté un peu plus raffiné, où je prenais du temps sur certains ingrédients, à jouer avec un petit peu plus en cuisine, faire mariner des différents légumes ou des œufs, jouer avec des épices, tout ça, c'est plus mon expérience en France. C'est plus ce côté raffiné, je dirais. Moi, j'associe beaucoup les États-Unis à la cannelle. Ah oui, mais totalement. Ça aussi, c'est mon enfance. C'est drôle que tu dises ça, ça me fait penser. Ma mère, elle me faisait des toasts avec un petit peu de cannelle et du sucre mélangé sur un toast beurré pour remplacer la confiture. Ah oui. Ça, c'est une tuerie. Oh, j'adore. Il faut que je le fasse pour mes filles. Tu me fais penser. Ouais. Je tape un peu dans le mille quand je dis que la cannelle, c'est une odeur... donc, c'est une épice plutôt. Mais aussi, on l'utilise, nous, en parfumerie. C'est une odeur qui est très forte. Oui, mais les Français, vous avez plus de mal avec. Oui, on a vachement plus de mal. Ouais. Il y a beaucoup de Français qui n'aiment pas la cannelle. T'as remarqué ça? Oui. Ouais. C'est pour ça que je l'utilise moins ici. À la base, je voulais faire un banana bread avec beaucoup plus de cannelle et tout. Je me suis dit, ça peut
repousser aussi certaines personnes qui le tolèrent moins bien. Mais moi, je l'adore. Ça sent trop bon. T'as une fleur préférée? Hibiscus. L'hibiscus toujours. Toujours. Non, mais Hibiscus forever. Hibiscus forever, c'est clair. Non, mais vraiment, je l'adore, cette fleur. C'est une fleur qu'on utilise beaucoup aux États-Unis? Je dirais non, c'était plus vraiment une fleur que j'ai associée avec mon grand-père. Voilà. T'as découverte, toi, enfant, mais qui n'est pas particulièrement... Je pense que pas plus que notre. Ouais. Mais, non, c'est vraiment une fleur. Il avait plusieurs couleurs et on les coupait tous les soirs pour mettre dans un petit bol d'eau qu'on mettait sur la table quand on mangeait. C'était un peu les décos de la table, entre guillemets. Et c'est moi, en tant que petite fille, j'avais de chance de pouvoir le découper et tout. T'allais couper les petites fleurs d'hibiscus pour les petits rituels tous les soirs et tout. C'est très asiatique comme... Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est comme vrai. rituel, parce qu'on voit dans souvent un petit bol en bois. Les coupelles. On a parlé du Botswana. Est-ce qu'il y a d'autres pays que tu as visités et peut-être qui ont influencé ta cuisine? Je m'inspire de partout. Mes voyages, mes amis, les repas que je peux avoir. Dès que je goûte quelque chose qui m'intrigue, je vois quelque chose qui me plaît, je me dis, il faut que je teste ça quand je rentre. Donc, oui, on a pas mal voyagé. On a été au Japon, qui était un voyage incroyable, gustativement. Et c'est vraiment un peuple superbe, tellement une patience et une appréciation pour des bonnes choses. On était aux îles Féroé pour faire des randonnées. Ça, c'était magnifique. Et puis aussi, on cuisine très, très, très bien aux îles Féroé. J'étais étonnée. À tel point, le niveau est incroyable. J'étais très impressionnée. Quels sont les plats que tu proposes dans ton restaurant? Ici, c'est vraiment... on est toujours sur des bols très colorés. C'est un peu Eat the Rainbow, entre guillemets. Donc, il y a toujours plein de couleurs, plein de textures. J'ai envie de montrer aussi qu'une salade, c'est pas juste une salade, en fait. C'est une vraie assiette qui est travaillée. C'est pas quelque chose de détox, forcément. Que même des hommes peuvent manger chez Kelly. Très important. Pourquoi? Je pense que j'ai cette image de cuisine faite pour les femmes. Moi qui ai grandi avec 3 frères, j'ai une image de mes frères qui avaient des assiettes mais remplies, qui avaient besoin 3 cuisses de poulet, machin et tout, qui vraiment se chargeaient énormément. Et là, quand on parle souvent de la cuisine végétarienne, les gens se disent c'est sans quelque chose. Mais moi, tout simplement, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer qu'on peut créer une assiette autour d'un légume, une graine, et après, on voit si on a besoin d'ajouter autre chose, une protéine animale ou pas, c'est très personnel, ça c'est pas à moi de juger, mais c'est essayer de montrer aux autres qu'on peut manger autrement. Et ça, j'ai essayé de faire à travers ces jolis bols très colorés et avec des mélanges plutôt atypiques, je pense. Quand tu cuisines, ton nez, tu l'utilises, j'imagine. Bien sûr. À quel moment? À tout moment. Quand je réceptionne des produits, je vais les sentir, je vais les regarder, je vais les toucher. Quand je les découpe, ça va dégager une odeur aussi. Quand je les rôtis, ou je les poêle, ou j'ai fait mariner. Il y a des odeurs que tu aimes particulièrement dans ces moments de cuisine, justement, que ce soit des odeurs de four ou de cuisson particulière, de découpe. Ouais, j'aime bien. Alors, dès qu'on coupe le citron, on presse énormément de citron ici parce que c'est un amplificateur de goût. Dès qu'on va rôtir un légume, par exemple, on va mettre un petit peu de citron par-dessus. Ça permet aussi de vraiment goûter ce qu'on vient de cuisiner. Tu fais un shot d'agrumes. Oui, ça, c'est le côté fraîcheur. Ouais, c'est super. On fait des jus pressés maison aussi. Ça, le restaurant... Ça embaume dans le restaurant. Ça sent le gingembre, ça sent le concombre, ça sent du chou cake. Enfin, c'est hyper sympa. Des carottes et tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une odeur un peu étrange que tu peux sentir en cuisine, qui n'est pas forcément très appétissante, mais qui, in fine, dans le plat, apporte quelque chose de waouh? Nous, on a ça chez les parfumeurs. Il y a cet ingrédient qui sent pas très, très bon, mais que tu ajoutes un peu comme tu ajouterais du sel ou du poivre à un parfum, qui va twister ton parfum, lui donner un petit côté très personnel, en fait. Ça peut être plusieurs choses. Des oignons, par exemple, c'est toujours un peu une base et finalement, ça apporte énormément de goût dans les salades. Moi, j'ai un côté slovaque, donc j'ai tendance à les mettre souvent. Des petits oignons un peu partout. L'ail, mais l'ail, ça sent bon. Donc, moi, j'adore ça. Par exemple, les algues, parfois, on n'aime pas trop cette odeur. C'est vrai, les algues, c'est un côté très marin. Ça peut être un peu intense. Un peu intense. Ça apporte, c'est riche en minéraux, etc. Donc, certaines personnes en ont besoin, peut-être d'autres non. Toi, tu penses que ton nez est suffisamment... Enfin, disons que ton cerveau qui analyse tes odeurs et analyse tes besoins?
Ah bon, moi, je crois à fond là-dedans. Oui, je pense que si j'ai besoin ou j'ai une envie de shukel, c'est parce que mon corps, il y en a un manque de fer, etc. Donc oui, je pense que nos corps essaient de nous faire appel, entre guillemets, et nous signaler des choses qu'il faut manger, mais on a tendance parfois à pas trop écouter. Oui. Oui, je pense la nature est bien faite. Quand tu étais enceinte, tu avais des envies particulières, le fameux mythe de la femme enceinte qui veut manger des fraises en plein hiver? Oui, c'est clair. Oui, alors j'étais très sucrée avec ma première. Ce que je suis pas du tout à part des bananes bread le matin, les bonbons, des trucs comme ça, j'en mange jamais. Et là, j'avais honte parce que je mangeais tellement, j'ai dû les cacher de mon mari. J'allais les acheter dès que j'étais à l'aéroport, j'allais les chercher. Enfin, j'ai fait un gros kiff là-dessus. Donc j'ai adoré ça. J'étais très très sucrée. 12e, un peu moins. 12e, j'avais des nausées assez extrêmes, je sais pas. Peut-être parce que c'est le 2e, donc j'étais un peu moins gourmande que d'habitude. Il y a une odeur que tu n'aimes pas du tout. Je suis pas très anis. Tout ce qui est anisé et tout, ça me parle. Le pastis, non. Ça me parle le ricard, le pastis, non. J'ai essayé. C'est le préféré de ma meilleure copine. Donc j'ai essayé pour elle. Mais c'est moins mon style. Et du coup, si t'aimes pas, tu l'utilises pas en cuisine, par exemple? Non, c'est vrai que beaucoup moins. Tu sais que j'ai tendance de pas mettre des choses. Ouais, c'est vrai que c'est plus en fonction de ce que j'aime ici. Et le fenouil? Fenouil, j'adore, pour le coup. J'adore. Cru, mariné, rôti, parce que ça devient sucré à la fin. Parce que le fenouil, c'est un petit côté anisé aussi. Vrai, c'est vrai. Mais ça passe. Pour toi, le bonheur a une odeur? Pour moi, le bonheur absolu, c'était quand j'ai accouché de mes filles, quand j'ai eu mes 2 filles. Et cette odeur de bébé, de nouveau-né, c'est juste... j'ai l'impression que c'est parti maintenant. Elles sont grandes maintenant, mais tu serais capable de nous décrire cette odeur? Oh là là. C'est un petit peu sucré, c'est un petit peu... lacté? Je sais pas, oui, un petit peu. Et cette peau toute neuve et cette petite chose incroyable. Je sais pas, il y a tout un côté euphorique autour et cette odeur est exceptionnelle. De renifler la tête de tes enfants, c'est juste... c'est un vrai bonheur. C'est vrai. Quels sont tes projets, Kelly, là, pour les prochains mois? Pour le moment, d'être vraiment focus sur le restaurant et la réouverture de ce resto. Et puis, oui, peut-être un 2e livre quand le temps s'y prête. Ce serait bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Kelly. Super, merci. Vous venez d'écouter À Fleur de Nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Karen Loyer a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Média. Pour en découvrir davantage sur la cuisine de Kaylee, je vous invite à lire son livre Happy and Veggie, qui vous propose 120 recettes gourmandes et saines. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci à tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires et partager le podcast.